Ouverture officielle de la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse hier à Ouagadougou. Les journalistes participants sont issus d'une vingtaine de pays. Comment ils font face aux défis sécuritaires et sanitaires? Ils vont en parler à travers des conférences et débats. Un autre rendez-vous qui a ouvert ses portes cette semaine, la 17e édition de la Semaine du numérique. Elle se tient dans la ville de Sia sur 5 jours qui vont être consacrés à la transformation du digital à l'ère du post-Covid-19. Et puis enfin au Mali, la coalition des femmes s'est réunie pour discuter de ses actions dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, agenda lié à la résolution 1325. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, procès Thomas Sankara, la suite de l'audition du général Gilbert Diendéré, responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente à l'époque des événements. L'accusé précise que le coup d'État a été mené par les éléments de son bataillon issu de la garde de sécurité de Blaise Compaoré, alors que lui tenait une réconciliation entre cette garde et celle du président Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré, qui a plaidé non coupable dès le départ, se montre surpris des événements. Abdoulaye Migné. À la barre pour sa deuxième journée d'audience, le général Gilbert Diendéré dit être étonné d'être accusé dans l'affaire assassinat Thomas Sankara. En réponse à un avocat de la partie civile, il affirme « Vous voulez que je vous dise que c'est Blaise qui m'a dit de tuer Sankara ou que j'ai donné l'ordre aux éléments de la sécurité de faire ce coup. Mais je n'ai jamais reçu ni donné un tel ordre. Je ne vais pas assumer ce que je n'ai pas fait. » Il va plus loin en disant qu'au début de l'instruction, il était accusé d'assassinat et aujourd'hui on parle de complicité d'assassinat parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes contre lui. En tant que chef de la sécurité du Conseil de l'Entente, il dit avoir tenu une réunion avec les éléments de la sécurité de Blaise Compaoré et ceux de Thomas Sankara dans la matinée du 15 octobre pour mettre fin à une situation délétère entre les deux camps. Il pensait pouvoir ramener la confiance et la cohésion entre les deux camps et a été surpris par le coup d'État. Ceux qui pouvaient confirmer ou infirmer cette thèse sont aujourd'hui décédés. Et la partie civile estime que c'est une ligne de défense bien connue de l'accusé. On est plus ou moins habitué maintenant à cette ligne de défense qui consiste à nier même l'évidence. Et je pense que l'interrogatoire d'aujourd'hui a permis quand même de montrer que nier l'évidence ne sauve pas toujours parce que ça saute aux yeux que le général ne veut pas parler. Toutes les personnes que le général a vues le jour des faits sont mortes. Même si ces personnes étaient avec des gens qui sont vivants, il ne les a pas vus ou il ne les a pas reconnus. Et c'est une stratégie qui ne paye pas et nous sommes convaincus que le tribunal l'a remarqué aussi. La défense qui prendra la parole ce 11 novembre à la reprise veut qu'on s'en tienne aux faits tels que relatés par Gilbert Diendéré. Je trouve que le général Diendéré répond parfaitement aux questions parce qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a que des faits qui se sont déroulés le 15 octobre. Il y a une série de faits que le général Diendéré a bien relatés. Et je pense que quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de se tromper. Il vient de voir que des morts. Mon client l'a bien rappelé, le général Diendéré, il n'est pas Dieu pour décider de qui va mourir aujourd'hui, qui va mourir demain. Il y a des morts, ce n'est pas le fait du général Diendéré. Et ça a été rappelé, connu et reconnu qu'il n'a jamais tiré sur une quelconque gâchette. Voilà, il n'a jamais tué personne. Et donc s'il y a des témoins qui sont morts, on ne peut quand même pas venir lui reprocher des gens qui sont morts. J'espère que vous serez toutes présentes demain à l'audience. Pour la partie civile, après les événements du 15 octobre 1987, Gilbert Diendéré a bénéficié de la confiance de Blaise Compaoré au point d'être désigné chef de corps puis chef d'état-major particulier à la présidence du Faso. Cela témoigne de son implication dans le coup d'État selon la partie civile.
Je vous en parlais en titre, la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse s'est ouverte hier à Ouagadougou. Jusqu'au 13 novembre prochain, les acteurs des médias vont faire cas de leur capacité de résilience face au contexte sécuritaire et sanitaire. Une vingtaine de pays est représentée à travers des centaines de journalistes qui vont assister à des conférences et projections débats, cérémonie d'ouverture du FILEP donc, avec Fatima Tanikiema. Après l'ouverture de la foire le 6 novembre dernier, c'est parti pour les autres activités entrant dans le cadre du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEPA. Du 10 au 13 novembre 2021, des journalistes venus de 20 pays africains et occidentaux vont passer à la loupe l'état actuel de la liberté d'expression et de presse en Afrique. Et cela à travers des conférences publiques, des projections de débats de films ainsi que des expositions peintures, photos et caricatures. C'est le lieu pour nous d'appeler les confrères et consoeurs à plus de professionnalisme, mais aussi et surtout à la solidarité et à l'unité face à l'adversité et face aux défis multiples auxquels sont confrontés nos médias. Notre conviction, c'est qu'en plus d'être le quatrième pouvoir, si nous sommes véritablement soudés, malgré notre diversité du nord au sud du continent, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les fossoyeurs de la liberté de la presse ne pourront que trembler. Les participants, estimés à environ 200 personnes, comptent bien s'approprier le thème de cette 9e édition du FILEPA. Selon le représentant des participants, cette tribune offre la possibilité aux journalistes de mener des réflexions sur le traitement de l'information dans ce contexte d'insécurité et de crise sanitaire qui sévit actuellement dans plusieurs pays. Il est important pour nous de revoir notre manière de travailler. On ne peut plus utiliser le mot comme on le fait avant, parce qu'au risque d'exposer certaines personnes, notamment les couches les plus fragiles qui sont dans des contrées un peu lointaines. Donc j'invite les uns et les autres à mettre beaucoup de sérieux, parce que c'était un défi pour certains d'être ici. Donc c'est l'occasion de mettre à profit ce séjour pour réfléchir et trouver vraiment des solutions à la liberté d'expression, à la liberté de presse, et pour mieux servir nos citoyens, pour mieux servir la démocratie, pour mieux servir la bonne gouvernance, etc. Cette édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEPA bénéficie une fois de plus de l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Le représentant de l'institution à cette cérémonie d'ouverture dit compter sur les recommandations qui sortiront des 4 jours de réflexion afin de porter un plaidoyer auprès des autres parlements dans le cadre des instances régionales et africaines pour un meilleur accompagnement de l'État aux entreprises de presse. Mardi à Bobo-Dioulasso, la 17e édition de la Semaine du numérique était lancée en présence du Premier ministre. Le rendez-vous va durer 5 jours et regrouper les acteurs du domaine qui vont traiter de la transformation digitale à l'ère du post-Covid. Objectif donc développer les technologies de l'information et de la communication et améliorer les performances dans le secteur de la santé. Correspondance avec Joseph Koudougou. C'est parti pour la 17e édition de la Semaine du numérique à Bobo-Dioulasso. Une manifestation annuelle qui offre l'opportunité aux acteurs de l'écosystème du digital de présenter leurs produits et services tout en créant un cadre d'échange et de discussion autour des spécialistes et partenaires. Une cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre. Votre mobilisation d'aujourd'hui témoigne de l'importance de cet événement pour l'essor du secteur des TIC dans notre pays. Elle montre que la Semaine du numérique constitue de nos jours une vitrine dont l'importance n'est plus à démontrer. En effet, en créant un cadre d'échange et de promotion des produits et services éthiques, la Semaine du numérique favorise la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Pour atténuer les impacts négatifs des mesures de confinement des populations qui visaient à réduire la propagation du Covid-19, nos pays ont trouvé dans le numérique un levier essentiel pour assurer la continuité de l'activité économique. Le thème choisi pour cette 17e édition est « Projection à l'ère post-Covid-19, enjeu d'une transformation digitale réussie ».
une alternative crédible dans le domaine du numérique. Vous savez que l'année dernière, du fait donc de la pandémie à coronavirus, on va dire le monde s'est arrêté de façon brutale. Et donc il a fallu le numérique pour continuer à faire fonctionner le monde. Et donc il est important aujourd'hui, au moment où nous sentons de l'accalmie au niveau de la pandémie au coronavirus, de renforcer les bonnes pratiques, de renforcer les acquis, parce que ça a permis d'atteindre un niveau de digitalisation assez important. Donc il faut renforcer cela pour réussir la transformation digitale. Contexte sanitaire oblige, le choix du parrainage de l'édition 2021 de la Semaine du numérique a été porté sur le premier responsable de la santé. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la post-Covid et en pleine période aussi de Covid. Nous avons dépassé la situation critique, mais nous sommes toujours dans la période de la Covid. En ce qui concerne le domaine de la santé, ça a été encore une révélation de ce que le numérique est capable de faire pour accompagner l'offre des services de santé, notamment dans le domaine de la télémédecine, la téléexpertise. Nous avons également utilisé le numérique pour faire de la télésurveillance. En somme, grâce au numérique, nous améliorons nos performances dans le secteur de la santé. Comme en 2020, l'édition de cette année sera en mode hybride. Le Sénégal et le Niger sont les pays invités. L'invité d'honneur est la République de Chine populaire. Retour à Ouagadougou où les ministres de l'Agriculture, des Transports et de l'Urbanisme étaient à l'Assemblée nationale ce mardi pour échanger sur les sujets d'intérêt national. Des débats s'en sont suivis. Chacun des trois ministres a répondu aux questions concernant son domaine. Des sujets évoqués, le problème du foncier, les projets de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso et l'aménagement des sites du barrage de Samadéni. Toutes les précisions avec Mamétré Nakamabou. Suite aux réformes entreprises par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sur la question foncière, le premier responsable du dit département ministériel était face aux parlementaires. Les députés ont interpellé le ministre sur les problèmes qui minent le secteur. Il s'agit notamment de la recrudescence des sociétés immobilières au cours de ces 5 dernières années et l'accaparement de terres par les promoteurs immobiliers. Si les réformes envisagées sont effectives, nous allons avoir un souvenir lointain par rapport aux dérives. La condition, c'est pouvoir réussir ces réformes qui se sont amorcées depuis, bien sûr, 2021. Vous avez compris tout à l'heure que j'ai évoqué un certain nombre de recommandations pertinentes, comme par exemple limiter les superficies, comme par exemple exclure de la promotion immobilière tout ce qui concerne la zone rurale. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a pour sa part fourni les éléments de réponse aux députés sur des questions relatives au projet de réhabilitation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Selon les députés, l'exécution du dit projet tarde et jusqu'à présent, les populations du Grand Ouest n'ont aucune date précise pour le démarrage des travaux. Et je veux vous rassurer que je ne suis pas venu en disant que nous n'avons rien fait. J'ai montré ce que nous avons fait jusque-là et aussi j'ai identifié au moins 2 partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler. J'ai dit que par exemple pour Mourne, il s'agit d'un prêt et donc quelqu'un m'a demandé les conditions même du prêt. Je les ai ici. C'est le délai de grâce c'est 3,5 ans, 3 ans et demi. Le taux d'intérêt c'est 0,9%. Mais en euros, et puis le délai de paiement, le temps qu'on va prendre pour payer, c'est à peu près 13 ans, voilà, quelque chose comme ça. Donc moi je pense que nous sommes dans une situation où le ministère des Finances va accélérer avec la commission de la dette, mais sachez aussi que c'était le programme présidentiel, et je travaille moi en tant que ministre des Transports avec le bureau des investissements présidentiels. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la Mécanisation a apporté des éclaircissements sur les clauses du cahier de charges relatives à la mise en place d'un système de conservation des fruits et légumes dans le cadre de la stimulation de la production agropastorale et halieutique locale. Le projet d'aménagement des sites du barrage de Samadéni a fait aussi objet des débats. Sur le sujet, le ministre Salifou Traogo précise que des leçons ont été tirées sur l'expérience du Kabakré pour rendre les autres pôles de croissance plus performants.
En vue des prochaines élections consulaires, ce 14 novembre, une sortie médiatique pour un scrutin paisible. Des candidats ont appelé à l'esprit de fair play. Ils souhaitent que les uns et les autres usent de retenue pour réussir ces élections. Pour la sous-catégorie des petites entreprises dans la région du centre, 10 candidats sont en liste pour 2 postes à pourvoir. On en parle avec Michael Toukri. 3 candidats, Salifou Nikema, Aboubakar Balima et Sabine Ouya, se sont prêtés au jeu des questions-réponses avec les médias. Tous sont candidats à l'élection consulaire au COM de la région du centre dans la sous-catégorie des petites entreprises de commerce dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions de francs CFA. En un projet bien établi, si il est élu, qu'est-ce qu'il doit travailler pour que le secteur informel soit développé? Comment il doit travailler pour que le secteur informel puisse bénéficier des crédits pour développer leur commerce? Et comment se faire que le secteur informel doit travailler pour devenir un jour le secteur formel? Par le passé, les gens avaient dit qu'il y avait des financements à la chambre de commerce, qu'il y a de l'argent à la chambre de commerce. Non. Cette fois-ci, même ceux qui ont posé le dossier pour porter la témoignage, il faut signer même un papier qui travaille, qui engage que tu vas aller travailler de bénévolat. Il n'y a pas de salaire et tu es là-bas, tu n'attends rien, tu es là-bas pour vraiment servir. Une élection dont la campagne est visiblement tendue entre les candidats et selon les conférenciers, leur domaine d'activité est frappé par la crise sanitaire du Covid-19 et les attaques terroristes. Il est donc temps pour les acteurs du secteur de l'économie informelle de s'unir afin de plaider leur cause. Nos camarades qui vont entrer à la chambre de commerce comme des élus consulaires, de tout faire pour lutter pour la réglementation de commerce au Burkina Faso, que ce soit réel, que les grossistes restent grossistes, que les demi-grossistes restent demi-grossistes, et les détaillants aussi vont vendre et puis gagner pour monter. Mais si quelqu'un fait l'engros et fait le demi-gros et puis fait le détail, le petit va profiter pour devenir grand. Donc c'est en ce moment que nous voulons que vraiment, comme la Chambre de commerce c'est une force de proposition, que vraiment on n'a qu'à plaider pour la réglementation de commerce au Burkina Faso ici. Pour cette élection du 14 novembre, la sous-catégorie des petites entreprises de commerce enregistre dans la région du centre 10 candidats sur les 3345 inscrits. Lancement mardi dernier du projet de résilience communautaire dans le secteur agro-silvopastoral, un projet qui vient accompagner les populations des régions du Nord et de la boucle du Mouhoun face aux défis climatiques et sanitaires. L'initiative est de l'Organisation néerlandaise de développement SNV en collaboration avec le Conseil danois pour les réfugiés et les financer donc à plus de 6 milliards de francs CFA par l'ambassade du Royaume du Danemark. On en parle avec Fatima Tanikiema. Venir à bout des effets néfastes du changement climatique et de l'insécurité dans les régions du Nord et de la boucle du Mouhoun. C'est là toute l'ambition du projet Résilience communautaire dans le secteur agro-silvopastoral dans les régions du Nord et de la boucle du Mouhoun, RESCOM. Ce projet qui compte toucher les populations hautes et les personnes déplacées internes des 2 régions vise entre autres le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le renforcement de la cohésion sociale des communautés cibles. Il permet ainsi d'augmenter la résilience des populations afin de minimiser l'impact des chocs et de soutenir la paix indispensable pour la promotion d'un développement durable. La mise en œuvre de ce projet répond également à des défis mondiaux et contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable. Il apparaît en ce sens comme une solution à l'une des thématiques qui est en ce moment débattue à la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, le COP26. L'État burkinabé, bénéficiaire de ce projet, loue l'initiative et promet accompagner les structures chargées de sa mise en œuvre. Selon le représentant du ministre en charge de l'agriculture, c'est un projet qui vient répondre à certaines préoccupations du gouvernement. Le projet RESCOM, qui entre en droite ligne de nos préoccupations, est donc la bienvenue, en ce sens qu'il permettra d'améliorer la résilience des communautés et des écosystèmes. La force de ce projet réside dans le fait
qu'il intègre et met en synergie la dimension de l'aide humanitaire et du développement. Car pour nous, les deux vont de pair dans ce contexte qui est le nôtre. Le projet RESCOM, élaboré par l'Organisation néerlandaise de développement et le Conseil danois pour les réfugiés, est financé à hauteur de 6,63 milliards de francs CFA par l'ambassade du Royaume du Danemark. Ce projet, qui couvre la période 2021-2025 dans sa mise en œuvre, bénéficie de l'accompagnement de l'Union des sociétés coopératives pour la commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun et de l'association Formation Développement Ruralité. Vendredi dernier, la ministre burkinabé en charge de l'action humanitaire a reçu une délégation de l'Union africaine dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'action humanitaire au Burkina. La mission de l'Union africaine vient en soutien au pays pour la prise en charge des déplacés internes et cela s'est traduit par le don d'un chèque d'un peu plus de 80 millions de francs CFA au ministère de l'action humanitaire. Les images avec Michael Toukri. Au Burkina Faso, un peu plus de 3 millions de personnes ont besoin de secours pour éviter de tomber dans l'indigence. Un cri de cœur entendu par l'Union africaine qui a fait don de 150 000 $, soit plus de 80 millions de francs CFA. Un geste de l'institution africaine au ministère en charge de la solidarité nationale pour soutenir les actions humanitaires au Burkina Faso. Au nom de la solidarité africaine, on est venu, comme je l'ai dit, encourager les autorités du Burkina et puis les dire que nous sommes ensemble vers cet élan des engagements et puis des sacrifices que nous connaissons que le Burkina est en train de faire pour subvenir à ce besoin humanitaire de toutes les personnes vulnérables. Donc, au nom de l'Union africaine également, nous sommes venus apporter ce geste de solidarité et que je pense que ça va aider. Cette remise de chèque au ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'activité humanitaire de l'Union africaine au Burkina Faso. Selon la ministre en charge de l'action humanitaire, Marie-Laurence Ilboudo, ce geste de la délégation de l'Union africaine est à saluer. Que nous sommes satisfaites parce que c'est beaucoup d'argent, 150 000 $. 150 000 $, ça a l'air petit, mais pour nous, c'est beaucoup. Et ça tombe à pile. Parce que ça tombe bien, parce que nous sommes au mois de la solidarité. Il y a les personnes déplacées internes, mais il y a les personnes vulnérables qui accueillent ces personnes déplacées internes. Il y a les personnes vulnérables qui ne sont pas déplacées que nous devons secourir afin qu'ils ne sombrent pas. Donc toutes ces personnes sont à prendre en compte dans la politique d'accompagnement et de résilience au niveau du Burkina Faso. Et c'est l'esprit que son Excellence le Président du Faso nous a donné, de ne laisser personne en marge du développement. Il faut le rappeler qu'au Burkina Faso, le mois de novembre est un mois de solidarité. Pour cette année 2021, le département de Marie-Laurence Ilboudo compte mobiliser la somme d'1 milliard de francs CFA pour la prise en charge des personnes vulnérables. Toujours au ministère de l'Action humanitaire, la ministre Marie-Laurence Ilboudo et son équipe étaient vendredi dernier au palais de Sa Majesté, le Moro Nababango, Objectif présenter donc le projet de campagne de mobilisation citoyenne pour la solidarité, une campagne qui vise à collecter la somme d'1 milliard de francs CFA au profit des personnes vulnérables. Précision avec Michael Toukri. L'objectif pour le département de Marie-Laurence Ilboudo en ce mois de novembre, considéré comme mois de solidarité nationale au Burkina Faso, est de collecter la somme de 1 milliard de francs CFA au profit des personnes vulnérables. Le plaidoyer de cette action de solidarité nationale et de résilience sociale a été expliqué à Sa Majesté, le Moro Nababango. Il était bon que nous venions expliquer le projet dans toutes ses composantes. Donc aujourd'hui, nous l'avons présenté. Sa Majesté était ravie de cette initiative. Vous savez que c'est une personnalité qui est au quotidien des personnes vulnérables et que la thématique de la vulnérabilité est une thématique qui l'intéresse beaucoup. Attendons le milliard au niveau de cette mobilisation parce que nous voyons les besoins. Ces besoins de 1 milliard est en deçà des besoins réels du fonds, mais nous pensons qu'avec déjà ça, nous pourrons faire de belles choses pour les personnes vulnérables. Donc, j'exhorte tous les citoyens. Vous avez vu, nous avons
des numéros pour les transferts, les cash transferts, ceux aussi qui peuvent faire des cotisations à leur niveau et remettre cet argent au niveau du fonds avec un reçu. Une initiative saluée par l'empereur des Mossé. En ce qui concerne sa participation pour une pleine réussite de ce mois de solidarité au Burkina Faso, Sa Majesté promet de mener des actions de sensibilisation. Il nous a souhaité plein succès, il nous a fait des recommandations et des conseils pour que cette campagne se déroule très bien. Nous allons suivre les conseils prodigués par Sa Majesté et lui assurer de notre entière disponibilité. Il était bon aussi de dire qu'aujourd'hui, ce projet est porté au niveau du gouvernement par son Excellence le Président du Faso. Ces deux personnalités qui sont au quotidien aux côtés des personnes vulnérables. Donc nous pensons que Sa Majesté, en plus de ses pairs que nous allons visiter bientôt, nous sommes confiantes que cette campagne sera une grosse réussite. Cette campagne nationale de solidarité et de résilience sociale a été lancée le 26 octobre dernier par le président du Faso. À travers cette campagne, il est question de collecter des fonds en vue de venir en aide aux personnes vulnérables au Burkina Faso. Et puis pour terminer, dans le reste de l'actualité au Mali, la Coalition nationale des femmes revient sur son plan d'action pour soutenir la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Une rencontre de 2 jours à Bamako a connu la participation des femmes venues du Bénin et du Ghana. Cet agenda entre dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2000. Il constitue la suite du projet Bâtir une approche inclusive de relance au post-Covid-19, de sortie de crise et des réformes de la gouvernance au Sahel et en Côte d'Ivoire. Notre correspondant Bourema Soulo. Vulgariser la résolution 1325 sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est l'objectif de cette rencontre de 2 jours qui a eu lieu à Bamako. Adoptée le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325 constitue une norme internationale innovante qui demande la pleine et égale participation des femmes à toutes les initiatives concernant la paix et la sécurité. Ce projet s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par les 3 organisations pour consolider le programme des femmes, paix et sécurité prôné par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de développement durable, l'agenda 2065 de l'Union africaine et le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Le projet a été conçu pour améliorer la participation et la contribution des femmes du Sahel à la gouvernance, aux politiques et pratiques sensibles aux genres, face aux multiples défis sécuritaires, humanitaires et de développement, renforcés par l'effet multiplicateur de la pandémie de la Covid-19, en particulier sur les femmes et les enfants. Venu du Bénin, Batoko Sosou Fatoumata estime que la participation à cette rencontre a été bénéfique pour les femmes qui ont pu échanger leur expérience entre elles. Oh, très bénéfique. Cet atelier m'a permis de comprendre les difficultés, le contexte dans lequel va évoluer la Coalition nationale des femmes pour la paix du Mali et essayer de comprendre un peu quelles vont être les stratégies qu'elles peuvent utiliser et développer, qu'elles peuvent élaborer, qu'elles peuvent mettre en place pour amoindrir ces difficultés-là. Parce qu'en matière de paix, ça ne se passe pas sans difficulté, surtout dans un pays qui, comme le Mali, qui connaît déjà un conflit avancé. Le Mali a élaboré son plan d'action national pour impliquer tous les acteurs afin d'harmoniser les visions et mieux coordonner la résolution 1325. Le 3e plan d'action national de la résolution 1325 est aligné sur les priorités nationales, notamment l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il a été défini en fonction des leçons tirées que 2 précédents plans d'action. Il tient compte de nouveaux défis comme l'extrémisme violent, la radicalisation de la problématique des personnes déplacées. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le projet est mis en œuvre par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en collaboration avec la CEDEAO. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain, 13h.